cérémonie commémorative des événements du 11 juin 1944 11 juin 2014, 70e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale 1939 à 1945. Le souvenir commence avec la cicatrice, écrivait très joliment le philosophe Émile-Auguste Chartier. Il s'agit en effet aujourd'hui d'évoquer le souvenir des souffrances et des tortures subies par 11 jeunes gens. Le mémorial de Saint-Julien du Verdon témoigne de cette grande souffrance. Nous sommes en plein cycle commémoratif d'une importance exceptionnelle pour notre pays, mais aussi pour l'Europe et le monde. Le centenaire de la Première Guerre mondiale et le 70e anniversaire de la libération de la France. Deux conflits majeurs qui s'inscrivent dans notre mémoire nationale. Cette mémoire où se mêlent, s'enchaînent, s'enchevêtrent les histoires personnelles et le destin d'un pays, le nôtre. Deux événements fondateurs qui ont entre eux des résonances, des liens, mais qui sont célébrés distinctement, en raison de leur singularité et leur spécificité. Mais nous rendons aussi hommage au courage et à l'héroïsme de celles et ceux qui en furent les victimes. Si nous commémorons cette tragédie, nous commémorons aussi l'espoir, le courage, les forces de la vie qui ont fini par triompher des ténèbres. Vouloir se souvenir reste toujours une démarche exigeante. Pourtant, il est de notre devoir de rappeler ce que fut l'une des plus effroyables et douloureuses pages de notre histoire. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence, écrivait Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, en 1986. La connaissance du passé est nécessaire à la construction de notre avenir. Nous voici réunis encore cette année, 70 ans après le terrible massacre perpétré dans notre belle commune de Saint-Julien du Verdon. Chaque année, beaucoup peuvent avoir l'impression que nous nous répétons, mais comment faire autrement si nous voulons, et nous le voulons, rendre hommage à nos martyrs et ne pas laisser le temps faire son œuvre d'oubli. L'histoire, le 6 juin 1944, se produisit le débarquement intra-allié en Normandie. Un grand frisson secoua la France, la fièvre monta brusquement dans le cœur des résistants. À Saint-Julien, la matinée est bien avancée, quand un groupe de maquisards, spontanément aidés des hommes restants au pays, organise une embuscade. Le chef de la Gestapo de Digne fut tué ainsi que 3 autres Allemands dans une embuscade tendue par les FTP au col de Toutes-Heures et quelques heures plus tard, un accrochage sur la commune, avec les mêmes maquisards, déboucha sur la mort d'autres soldats de la Wehrmacht, au total 11 tués dans la journée. La commandanture de Digne décida des représailles, en exécutant autant de résistants sur le territoire de Saint-Julien. Mais l'insécurité régnant sur le réseau routier entre Digne et Castellane l'empêchant de mener à bien cette opération répressive, elle demanda à l'antenne de Nice d'y sacrifier 11 détenus résistants. Le 10 juin dans la soirée, la Gestapo de Nice rassembla hâtivement une pauvre troupe de 13 condamnés, 5 lycéens niçois de la Villa, Trianon, siège de la Gestapo, et 8 internés des nouvelles prisons de Nice. On les embarqua dans une voiture cellulaire, avec leurs bourreaux, et ils partirent pour une longue et douloureuse marche au supplice. Il y avait dans l'escorte un vieux sergent, ils lui demandèrent « Vous allez nous fusiller ?» Il répondit par un pitoyable mensonge « On ne vous fera aucun mal. Nous vous emmenons loin dans la montagne. Votre châtiment sera de rentrer chez vous à pied. » La voiture arriva près de Grasse-au-Bar-sur-Loup. Elle fut garée avec son pauvre chargement humain. Pierre Apollin et Joseph Graffineau furent abattus. Pendant de longues heures, les autres prisonniers restèrent en tête à tête avec leur désespoir. Il était là facile d'imaginer l'horreur de cette angoisse. Après plusieurs heures d'agonie morale, le convoi a poursuivi sa route. Les otages n'eurent bientôt plus aucun doute sur le sort qui les attendait. À l'aube, là où nous sommes le 11 juin, la voiture s'arrêta. On fit descendre les 11 autres prisonniers, on leur retira leurs menottes, et on leur dit « Partez, vous êtes libres. » Ils partirent, et, rapidement ils se dispersèrent. Mais à peine avaient-ils parcouru quelques mètres que les rafales de mitraillettes claquèrent. Ils s'écroulèrent. Puis ce fut le bruit des bottes des bourreaux qui s'avançaient pour les achever. Ils donnaient des coups de pied au corps des suppliciés. Quand un gémissement leur répondait, ils donnaient le coup de grâce. Aimé Magnan et Jacques Adam eurent encore l'énergie de se taire et ils ne furent pas achevés. Au matin, le propriétaire du champ, Émile Rebaud, arriva pour voir le regain qu'il avait fauché la veille. Tout paraît calme, mais des gémissements attirent son attention,
Il s'avance dans le champ, et alors il comprend. Ou plutôt il refuse de comprendre. Il voit, lui qui a fait et connu 1914, il voit et comprend l'horreur. Ils sont là, mutilés, sacrifiés, morts. Des enfants pour la plupart, des jeunes gens, portant traces de torture, morts. Mais en bordure, de la haie de ronces de survivants se sont traînés et gémissent. Demandent à boire, alors il part, il court, il revient leur parle. Je vais chercher du secours, je reviens vite. Guillemets fermant. En route il rencontre ainsi l'abbé Isnard, qui revenant de célébrer une messe matinale à Castillon, soupçonne déjà le drame. Tous deux arrivent au village où c'est la stupeur, ils galvanisent les gens. Il organise courageusement de secourir les blessés, de les cacher, de les soustraire au bourreau. Des femmes, des hommes du village s'en vont chercher et ramener les malheureux. Ils conduisirent les blessés à la vieille église, vénérable chapelle un peu à l'écart, tous les habitants un peu valides sont là. Dans la chapelle, où l'on enlève hâtivement les vieux bancs, les prie-dieux, de matelas reçoivent les suppliciés. L'abbé Isnard organise, réconforte, calme, et s'en va à bicyclette chercher le médecin Francis de Zoul, qu'il arrive à convaincre d'intervenir. Mais l'absence de médicaments et l'état des blessés le rend bien pessimiste. Il assistera les deux jeunes gens aux côtés du prêtre, qui durant la nuit parle de leur arrestation et des circonstances de la tragédie. L'un d'eux, Aimé Magnan, ne survécut que quelques heures, le seul survivant Jacques Adam lutte encore mais expira le lendemain. Le corps des suppliciés sont alors rassemblés au nouveau cimetière de Saint-Julien aux fins d'identification, de toilettes mortuaires pratiquées par de courageuses personnes du village dévouées à cette triste besogne. L'abbé Isnard procéda à la cérémonie funèbre. Les victimes reçurent leur dernière sépulture dans des cercueils qu'il avait pu à grand-peine se procurer. Pour rendre un juste hommage au village de Saint-Julien, à ses résistants, à son curé, il convient de rappeler les conséquences de leur intervention si spontanée, si humaine. Les Allemands surent bien vite ce qui s'était passé. Ils revinrent en force. Le curé Isnard fut âprement pris à partie. On lui reprocha avec violence de ne pas avoir laissé sur place les dépouilles. Pour l'exemple, à 2 reprises, on fit mine de le passer par les armes. À toutes ces fureurs il s'imposa à ses persécuteurs, et ils n'exécutèrent pas leurs menaces. Quant aux habitants, avec les brutalités coutumières, on leur fit évacuer le village. Les Allemands voulaient tout incendier en guise de représailles. Ils fouillèrent toutes les maisons, mais ils ne trouvèrent rien, et le village fut épargné. L'Allemand est ainsi resté avec ses morts d'innocents, et sa honte. Je salue la mémoire de ces 11 martyrs. 5 étaient élèves du lycée Masséna de Nice: Gilbert Campan, Césaire Aube, Francis Gallo, Roger de Monceau, Jacques Adam, dont 4 étaient élèves du professeur Charles Hermann. 3 originaires de Puget-Théniers, Aimé et Roger Magnan, Nonce Casimiri, les 3 autres Albin Bandini, originaire de Marseille, Georges Baldo domicilié à Nice, et Félix Jordan à Coaraz. Les commémorations constituent aussi un moment exceptionnel pour la transmission. L'éducation nationale jouera donc un grand rôle. Je sais que les enseignants, et pas simplement d'histoire, sont mobilisés. Mais aussi les universités, les partenaires publics mais aussi privés, c'est en regardant le passé avec ses gloires, ses blessures, que nous prenons encore davantage conscience de nous-mêmes, de notre capacité de maîtriser notre destin. Savoir ce qu'est la mémoire, une mémoire partagée, une mémoire qui doit prendre en compte toutes les diversités de ceux qui l'ont constituée et qui font aujourd'hui ce que la France est, c'est une formule que le général de Gaulle lui-même avait voulu inscrire, et je vous rappelle que le 22 octobre 1960, il s'était incliné devant ce mémorial. Cette formule demeure comme étant autant d'exigences pour nous-mêmes. Elle est la suivante: c'est du passé que naît l'espoir. Le passé n'est pas une nostalgie. Le passé n'est pas simplement le regard parfois complaisant que l'on porte sur l'histoire. Le passé est un long segment et aussi une obligation. Enfants de France, soyez fiers de vos aînés qui vous ont tant donné. Enfants de France, soyez fiers de la France au nom de laquelle ils sont morts. Enfants de France, aimez la France comme ils l'ont aimée, sans haïr les autres. Enfants de France, aimez la France, parce que c'est votre pays. Profondément marqué par les événements,
L'abbé Isnard a écrit un poème en juillet 1944, c'est Célia qui va le lire. Suivi par Naï et Léla, qui vont lire 2 extraits de lettres adressées par les fusillés à leur famille. Je voudrais remercier le comité départemental, sous l'autorité de Madame le Préfet, pour l'homologation et la mise en valeur de cette cérémonie dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire de la Résistance, des débarquements, de la libération de la France et de la victoire sur le nazisme. C'est un honneur pour notre village et son histoire. Mais aussi, les troupes militaires sous l'autorité du lieutenant-colonel Thirion. Tous les élèves de 4e et 3e du collège René Cassin, leurs professeurs et monsieur le principal, l'ensemble des porte-drapeaux, toujours fidèles, merci au jeune porte-drapeau communal, qui remplace M. Colon Léo à qui je souhaite un bon rétablissement. Les sapeurs-pompiers de Castellane, qui malgré un emploi du temps chargé en cette période, ont su s'organiser pour être présents. La chorale constituée d'élèves du lycée Masséna, leur professeur et monsieur le proviseur. Les parents et proches des lycéens et résistants fusillés. Les habitants et plus particulièrement les enfants de Saint-Julien. La fanfare des sapeurs-pompiers de la ville de Nice, sous les directives de M. Romain Musso. Le musée de la Résistance de Castellane, sans oublier les services du protocole de la mairie de Nice, aux côtés de la police municipale de Castellane. Et toutes celles et ceux qui ont participé au bon déroulement de ce 70e anniversaire. Permettez-moi, pour finir, de laisser la parole à Victor Hugo. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates, comme on allume des flambeaux. En ce jour anniversaire du 11 juin 1944, continuons ensemble de maintenir allumé le flambeau du souvenir et soyons dignes des valeurs que la résistance nous a léguées. Merci à tous de votre attention.